Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je regardais les commentaires de la chaîne, et là, je me suis rendu compte qu'elle manquait de visibilité. Alors on va faire de la critique de cinéma porno? Non, genre tire-toi. Tire-toi mais trop quoi. Casse-toi, je veux plus te voir. Non, à la place, je me suis dit que j'allais faire un épisode spécial chaton. Et puis là, je me suis rappelé que c'était pas possible parce que la structure de la série est déjà faite et que mon TSA me fait bugger en deux. Du coup, pour cette fois, on va juste parler des chérubins, des têtes blondes, ouais, des enfants quoi. C'est une figure qui n'est pas moins présente dans nos imaginaires que les précédents sujets que j'ai déjà traités. À ma connaissance, il n'y a pourtant pas de technique d'écriture qui mentionne l'enfant comme archétype incontournable. N'empêche que c'est une représentation à laquelle on a souvent affaire. À tout dire, elle l'est peut-être même plus que les autres dont j'ai causé, puisque les enfants ont la malédiction d'être ce qu'on appelle un public cible. Et je ne dis pas malchance parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce que le terme de public cible implique toujours que des commerciaux du divertissement sauraient parler à une certaine catégorie de notre population. Et loin de moi l'idée de dévaloriser l'attention d'un enfant pour une œuvre. Au contraire, simplement, j'ai d'immenses réserves à concéder qu'il y a une certaine manière de s'adresser à eux. En partie parce qu'il me semble que les œuvres qui nous ont le plus marqués dans notre propre enfance ne sont pas des œuvres qui nous étaient destinées à cet âge. Pour aller un peu plus loin, quand je vois passer certains des programmes qu'on essaie de leur refourguer, j'en viens même à me dire que les enfants ne sont pas clients de ce type d'imaginaire. Et je me dis aussi que je dois bien me mettre le doigt dans l'œil quelque part parce que sinon j'ai vraiment du mal à m'expliquer comment cette industrie fait pour être en aussi bonne santé. La présence d'un enfant dans un récit a toujours une portée singulière, parce que, du point de vue de l'ingénierie de l'écriture, rien n'y oblige. Un peu comme les scènes d'action bourrine dans les films réganiens, vous me direz. Sur le papier, c'est dispensable, mais stéréotypes, tout ça... Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Mais avec les enfants, ça va chercher encore plus loin. Parce que, quel que soit le support, placer un enfant dans son histoire est quelque chose de complexe. D'infiniment plus complexe que faire exploser des décors. Par exemple. En tant qu'auteur, ça nous force à jouer à l'équilibriste avec tout un tas de tabous. Outre l'autocensure, il y a aussi le problème de la véracité du personnage qui nous met en difficulté. Parce qu'un enfant n'a pas à être moins authentique qu'un autre personnage si on veut que l'histoire sonne vraie. Sur un plateau, j'imagine à peine le chantier que ça doit être quand il s'agit de tout un casting de chérubins, bah là j'ai envie de tirer mon chapeau. Rien que pour la logistique, chapeau quoi, sérieux. Quand on voit le micmac que c'est, rien qu'avec des adultes, vous imaginez avec des gosses? Non, sérieux, moi j'ai envie de tirer chapeau. Indépendamment de la qualité du film. Bref. Que ce soit en termes d'écriture parce qu'il nous fait constamment flirter avec les juristes du CSA et avec nos propres limites de crédibilité, ou que ce soit en termes de logistique humaine, inclure un enfant dans notre récit n'est jamais quelque chose d'anodin. Ça fait intervenir beaucoup trop d'efforts pour que cela puisse être. Excepté les histoires qui leur sont spécifiquement dédiées, je veux dire les histoires qui traitent de personnages et d'environnements culturels qui sont vraiment spécifiques à l'enfant. Les gosses que l'on croise dans les récits sont rarement pourvus d'identité propre. Ils ne sont pas réduits au rang de simples figurants parce que, comme on l'a dit, c'est une galère sans nom pour les avoir. Mais ils sont dans cette espèce d'entre-deux où on n'en est pas à les oublier une fois le film fini, mais pas non plus en mesure de se rappeler le nom de leur personnage. Leur personnage a un nom. Ce qui est pas souvent au final. Non, parce que un enfant dans un récit, c'est avant tout un symbole. Comme tout dans une histoire, oui, je sais, pas la peine de revenir surtout, hein. Mais on ne parle pas de n'importe quel symbole. L'enfance est chargée d'affects très particuliers et très sensibles, auxquels on surréagit volontiers à la moindre occasion. Ce qui m'amène à mon idée qu'un enfant dans un récit est davantage une capsule temporelle qu'un individu à proprement parler. Je m'explique. Quand un enfant est représenté à l'écran, et encore une fois je ne parle pas des récits qui se passent spécifiquement dans leurs univers, eh bien ce n'est pas en tant que citoyen civil en bas âge qu'il est représenté. Ces actes, ces propos, en sort, seront considérés comme étant les actes, les propos, le sort de toute l'enfance en général. Un enfant dans un récit, c'est d'abord et surtout l'enfance, en tant qu'une époque de l'existence. Il y a d'ailleurs un paquet d'auteurs chez qui on distingue un rapport singulier avec l'enfance, que ce soit Nabokov ou Carroll côté littérature, ou Spielberg côté cinéma, pour prendre les plus connus, on sait d'emblée à quoi on a affaire quand on croise un gosse dans leurs œuvres. On sait la symbolique qu'ils y attachent et on peut décrypter ce qu'ils sont en train de raconter beaucoup plus facilement.
Parce qu'un enfant, mais Dieu merci, ça n'est pas qu'une seule symbolique. Il y a bien sûr le mythe de la pureté qu'on y associe. Cette idée de pureté indissociable de l'enfance, elle est une marque de faiblesse assez prégnante dans la plupart des récits. En revanche, il y en a heureusement qui l'intègrent comme une idée reçue avec laquelle nous surprendre, justement. Qui nous disent que si l'enfant est bien un réceptacle de pureté, comme on le pense, cette pureté n'a peut-être pas exactement la forme qu'on lui croyait au premier abord. Comme la figure prédatrice, machiste et patriarcale du héros, qui ne commence à s'affranchir de ses enclaves que depuis peu, la figure de l'enfant, elle, en revanche, n'a pas attendu le XXIe siècle pour envoyer balader des préjugés surannés et ignares. Ils sont des agitateurs du monde, mais sans pour autant chercher à l'être. Un peu comme si la nature de l'enfant, c'était de remettre en question les choses et les mondes qu'il observe. Non pas dans une espèce de velléité destructrice ou provocante, comme le ferait un trickster par exemple, mais à cause d'un regard plus neuf et libre sur ce qui l'entoure. Dans leur manière d'aborder les choses avec lesquelles ils interagissent, il y a souvent un recul, une prise de hauteur par rapport à la situation qui semble dire à tout le monde « Et si on faisait différemment ?» pour voir. Un peu comme le fait le spectateur qui est un minimum attentif à ce qu'il regarde. Parce que, oui, selon les techniques les plus élémentaires de la dramaturgie, mettez un enfant dans une histoire et votre public oubliera presque tout de suite votre protagoniste pour aller se loger dans ce gosse de passage. C'est pour ça que les protagonistes interagissent généralement de manière positive avec les enfants qu'ils croisent. Petite astuce en passant. Les lois de la censure ne sont pas non plus étrangères à ce phénomène. C'est tellement problématique de malmener un personnage enfant que, le plus souvent, les auteurs le préservent du trash et du sordide. Une habitude qui incite d'autant plus le spectateur à aller se mettre à la place de l'enfant parce que, pour l'essentiel, se représenter par lui, c'est avoir l'assurance quasi inviolable qu'on ne va pas trop prendre de tarte morale. Après, y a moi qui m'identifie volontairement aux personnages secondaires parce que je sais qu'ils vont s'en prendre plein la tronche et que c'est riche en termes de ressenti et... Voilà, mais la plupart des spectateurs sont quand même plutôt équilibrés. Mais les enfants ne sont pas uniquement les conjurateurs du présent. Nope. Souvent, on les retrouve aussi en condamnateurs du passé. Ceux qui obligent à un renouveau radical. Dans un récit qui a l'honnêteté de porter en lui les tripes de son auteur, les enfants ne sont pas à l'abri de quoi que ce soit. Parce que la propre enfance de l'auteur, comme celle de tout un chacun, n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Le sort de ces personnages est toujours lourd de sens parce qu'ils sont les porteurs du futur du récit. Ils sont les temps à venir qui sont directement impactés par ce présent qu'ils partagent avec nous. De ce même présent dont ils portent en eux la fin inéluctable. Si certains esprits simplistes, je crois, auraient tendance à les assimiler à des rédempteurs, je reste encore une fois beaucoup plus timoré sur cette assertion. En partie parce que j'ai l'impression d'entendre ici que nous autres, adultes, avons le droit de déconner à toute berzingue sous prétexte que la génération prochaine va bien finir par rattraper le coup. Moi, je crois que la génération suivante, tout comme celle d'après, ne va rien rattraper du tout. Les enfants sont les souverains visionnaires de ce qui aurait été. Dans ce regard plein de réflexion, il y a les mondes que nous aurions pu avoir et que leur imagination nourrit encore. Pire que cela, dans leur regard, il y a le monde qui pourrait être encore à la condition d'efforts drastiques qu'on ne fera pas parce que... Bof, après tout, on vit qu'une fois, hein. Faut bien se faire plaisir et c'est dans la nature de l'homme, pas vrai? Non. Non. Juste non. À quel niveau de démission on en vient pour tenir des injures pareilles? Les enfants symbolisent l'ensuite et l'après dans un récit. C'est un fait. Mais n'allez pas croire qu'il y a l'obligation de quelque chose de positif et de vivant dans cette ensuite et cet après. Si d'aucuns croient que les enfants sont le résultat de la somme des parties, je les invite à s'inquiéter de ce que la main de la vengeance ne sorte pas du pandémonium, mais soit celle qui agite le hocher. Leurs avis font fréquemment office de jugement, parce que, fréquemment, ils sont les porte-parole de la propre enfance de l'auteur. On pourrait croire que ce n'est pas grand-chose, mais il se trouve que si on accepte de jouer sans tricher au jeu de la création, on se sert de ce qui nous a profondément touchés, et l'immense majorité de ce carburant, c'est dans notre enfance qu'on va la trouver. C'est pour ça que les enfants possèdent souvent davantage de réponses que de questions. Parce que si, enfants, nous manquions peut-être d'instruction, nous manquions en revanche beaucoup moins de cœur.
Alors, s'il est évident que d'apprendre de nouvelles choses engendre de nouvelles questions, je maintiens encore que la synthèse finale qui nous permet d'assimiler un savoir technique et froid ne se fait pas dans les mécanismes logiques de la raison, mais bien dans les impulsions franches et véritables de nos affects. Les enfants sont prometteurs d'un futur, oui, bien sûr. Mais la responsabilité de ce futur, c'est aux adultes, parents ou non, qu'elle incombe, pour le meilleur comme pour le pire. Vous vous souvenez quand je parlais des enfants en tant que public cible? Eh bien, pour être parfaitement sincère, s'il faut absolument concevoir qu'il puisse exister un public cible, je crois qu'il n'y en a jamais eu un autre que celui-là, y compris pour les œuvres jugées les plus adultes et les plus complexes. Parce que même de telles œuvres cherchent à transmettre la seule chose qu'une œuvre est à transmettre, des émotions. Les notions philosophiques ou scientifiques vont probablement leur échapper, mais devinez quoi? On s'en fout. Ce n'est jamais un savoir qu'une œuvre cherche à transmettre, viscéralement. Prenez le cas de Star Wars, par exemple. Personnellement, j'arrive toujours pas à piger comment fonctionne la relativité du temps dans cet univers qui permet à plein de personnages d'aller à plein de vitesses différentes et d'avoir à peu de choses près un même temps propre commun. Mais, pour ne rien cacher, je m'en fous. La science et la physique, je m'en contrefous au plus haut point quand je ressens en ma chair et en mon âme la tragédie d'Anakin. Que ce soit pour les auteurs ou pour le public, et d'une manière qui leur est propre à chacun, l'enfance est un symbole capital et très puissant. Comme tout en ce bas monde, un tel pouvoir ne va pas sans une responsabilité au moins égale, parce que, réciproquement, nous sommes, à leurs yeux, nous autres adultes, les symboles de cette puissance. Alors, les enfants comme public cible? Oui, bien sûr, c'est indéniable. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais été question d'un autre public à aucune époque et dans aucun marché que ce soit. Car un faiseur d'art cherche à transmettre. Et pour ça, les enfants seront toujours les esprits les plus volontaires et disponibles qu'il soit possible d'imaginer. Une histoire cherche à frayer sa succession, à voyager et à perdurer dans les imaginaires qu'elle enfante. Jamais elle n'a vocation à se fixer quelque part, en un point défini et immuable. L'ambition suprême d'un créateur est toujours, il me semble, le renouveau. Plus il s'avoue ce but ultime et plus il s'adressera ouvertement aux enfants, et plus il sera exigeant dans l'exécution de son savoir-faire. Parce que, oui, c'est peut-être un petit peu con de le dire maintenant, mais je préfère le préciser au cas où, les enfants sont le public le moins crédule que vous trouverez. Certes, on peut leur faire avaler des couleuvres sur des questions scientifiques, quoique pas plus que les adultes, j'ai l'impression, mais ils seront les premiers à démasquer un auteur qui n'aurait pas été sincère dans son œuvre. Et ce n'est pas une question de bon ou de mauvais. Non, les considérations techniques, ça n'entre en jeu que tard. Bien plus tard. Pour qu'on se pose une pareille question, il faut d'abord que l'œuvre le mérite. Et ce mérite, elle ne le gagne que par la sincérité qu'on y a investi en la fabriquant. Quelqu'un a dit un jour que les enfants sont les purs observateurs assis au balcon de l'éternité. Ah oui, et quel homme sage a dit ça? Je ne m'en rappelle pas. Feriez-vous passer vos propres considérations pour de la sagesse séculaire? Ils sont ceux envers qui l'on accepte de souffrir et mourir pour un lendemain quand la promesse d'une aube future est mise en péril. Ceux qui justifient quelques restrictions sur nos petits conforts inconséquents, quand ces ridicules bassesses rendent empoisonner le cadeau que nous leur faisons de ce monde. Ils sont ceux qui nous rendent courage et dignité, quand on se découvre faible et pusillanime. Ils sont le foyer dont les flammes inépuisables forgent nos convictions, ceux qui voient la vérité humaine dans une partition de Bach, ceux qui comprennent trop bien les mondes pour demeurer indifférents à ce qui est bon et à ce qui est vrai. Ceux d'entre nous qui ont trop de sagesse pour avoir peur de la folie et de l'étrangeté, ceux qui peuvent marcher dans les ténèbres sans qu'elles leur voilent la lumière, ceux d'entre nous qui donnent à notre monde le droit d'exister, et ceux qui ont compris que les ombres ne sont que des jeux, ceux sur qui le temps n'a aucune prise, et, parfois, ceux qui grandissent, même quand ils ne sont pas là.